Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 24 janvier. Dans cette édition, découvrez le lauréat du concours régional de la meilleure galette aux amandes. 8 candidats ont déposé leur réalisation près d'un jury ce midi à Metz et c'est Michel Dudot qui décroche le titre. Et puis ils étaient nombreux en présentiel mais également en ligne à mettre le prix pour acheter des œuvres d'art locales. C'était pour la 22e vente aux enchères dédiée aux artistes de Lorraine et du Grand Est ce lundi. Suivez également Metz Handball en entraînement juste après sa victoire face à Győr. Les Dragons se préparent à défier Brest pour une première finale du championnat. Les détails dans un instant. Côté ciel, le temps de mercredi sera sec et nuageux toute la journée. Quelques timides éclaircies sont attendues au milieu de l'après-midi. Les températures seront glaciales au réveil avec moins 2 degrés et jusqu'à 5 degrés au plus haut. Et puis ce soir, notre invité est Franck Leroy, le nouveau président de la région Grand Est. Il va répondre aux questions de Jérôme Bergerot, son rôle à la tête de la région après Rotner, comment gérer la question de l'indépendance alsacienne, l'écotaxe, autant de thématiques qui seront abordées. C'est dans quelques minutes le temps de nous intéresser au reste de l'actualité. Et on démarre avec cette enquête sur le télétravail transfrontalier menée par l'UEL, l'Union des entreprises luxembourgeoises. Sur 1073 entreprises participantes, 83% d'entre elles estiment qu'il faut revoir le nombre de jours de télétravail car la réglementation actuelle est jugée trop étriquée. Selon cette enquête, plus de 40% des entreprises sondées ont souffert du cadre légal actuel, perdant parfois des candidats potentiels. Les entreprises souhaitent donc 2 jours ou plus de télétravail, sans incidence sur le plan fiscal et sur l'affiliation à la sécurité sociale. L'UEL demande au gouvernement de se pencher sur la question au Luxembourg, mais également en France, en Allemagne et en Belgique, dans un souci d'uniformité pour les salariés frontaliers. Après l'inauguration de son giratoire d'entrée de ville en 2010, la commune de Känfen a remis le couvert avec l'aménagement d'un rond-point entre les routes départementales 15 et 57. Il a été inauguré ce mardi en présence des élus du département. Il faut savoir que pendant 10 ans, un carrefour giratoire provisoire avait été aménagé sur cet axe majeur entre Étanges-Grande, Volmerange-les-Mines, Entrange et Känfen afin de faciliter la circulation. Aujourd'hui, c'est un rond-point qui est devenu pérenne, comme nous l'explique le maire de Känfen et Patrick Weyten, président du département de la Moselle. Tout à fait, c'est exactement ça, il est devenu pérenne, mais dans une dimension beaucoup plus grande, puisque là il fait 22 mètres de diamètre, alors que le provisoire il faisait à peine 10 mètres, même pas 8 mètres de diamètre. C'était juste pour inciter les gens à ralentir et à contourner, je dirais, le giratoire. Et donc, pour avoir un échange le plus équilibré possible, c'était le giratoire qu'il fallait. Donc, la décision avait été prise sur ma proposition que ce giratoire soit mis en place et il a été financé totalement par le conseil départemental. C'est à coût de 600 000 €. Cela profite ensuite à l'aménagement du territoire d'avoir ce giratoire. Et puis enfin, ça embellit le site. Vous voyez qu'il y a des travaux qui ont été faits pour améliorer le cœur du giratoire. Et là aussi, on est dans un espace boisé, on est dans un espace naturel qu'on a voulu préserver. Autre projet qui se clôture, la réfection sur 2 ans du tunnel sous-chaussée de la Kissel, ruisseau qui prend sa source à Känfen et se jette dans la Moselle. La chaussée a été ouverte sur 300 mètres pour remplacer ce tunnel qui avait été édifié en 1867. Il était devenu fragile puisque les véhicules actuels sont plus lourds qu'à l'époque de sa construction. Qui a dit que la période de la galette était terminée? 8 boulangers-pâtissiers de la région ont déposé leurs galettes dans les locaux de l'Épice Académie à Metz. Ils étaient tous candidats pour le concours national de la meilleure galette aux amandes. Une première étape régionale pleine de goût, mettant en lumière le savoir-faire et la tradition. Et c'est un habitué de la couronne qui a remporté la première place. Les explications d'Aymeric Guillaume. En Moselle aussi, on aime la galette, mais savez-vous comment celle-ci est couronnée? Dans le silence et l'anonymat, le jury, constitué de professionnels de la boulangerie et de ses partenaires, a pris le temps de comparer les différentes galettes. Cuisson, décor, fourrage, diamètre, mais aussi évidemment le goût, les critères de notation sont définis à l'avance. Le jugement est conforté par ce jury très différent, composé de professionnels
donc qui ont un regard très technique sur la méthodologie de la réalisation des galettes, mais surtout, je dirais, et également de la part de nos jurys venus d'un autre univers que celui de la boulangerie-pâtisserie et qui ont, eux, un avis, je dirais, de consommateurs et qui recherchent avant tout la satisfaction du plaisir et un jugement, je dirais, spontané et naturel, le beau et le bon. S'il n'y a pas de fèves ni de roi ou reine cette fois-ci, les 3 meilleurs artisans ont été mis en avant. Un trophée ainsi qu'un diplôme ont été décernés pour l'occasion. Et pour cette édition 2023, le gagnant n'est autre que Michel Dudot, artisan boulanger de Moselle. Écoutez, c'est avec un très grand plaisir et surtout une grande émotion parce que c'est vraiment le concours qu'on voulait gagner et on n'y croyait pas trop parce que c'était, vu la concurrence, vu les belles réalisations qu'il y avait aujourd'hui, franchement on était sceptiques. Mais là c'est vraiment avec une grande émotion qu'aujourd'hui je suis très heureux d'avoir gagné ce concours. Habitué de la couronne, le boulanger avait déjà été distingué à 4 reprises pour sa meilleure galette de Moselle. Désormais, les 2 meilleurs lauréats du classement sont sélectionnés pour le concours national qui aura lieu en fin d'année, afin de potentiellement reprendre une part de succès. Chez les traiteurs aussi, ce début d'année rime avec distinction. Pascal Camin, originaire d'Eutin, est le nouveau champion du monde des traiteurs avec l'équipe des États-Unis. Ce Mosellan, installé en Californie depuis 3 ans et demi, représentait l'équipe américaine avec en binôme Clément Goiffon. Le tout pour 4 jours de compétition intense à Lyon. Il fallait qu'il réalise entre autres 3 pièces cocktail, 16 assiettes de cochonaille ou encore une trilogie de desserts. Et grâce à de nombreuses heures d'entraînement et des prises de risque devant le jury, l'équipe de Pascal Camin rafle la première place du podium devant l'équipe de France. Et de son côté, le Messin Jonathan Zitko, que vous connaissez sur notre antenne comme chroniqueur dans le Graouli Mag, reçoit la 3e place de la Coupe de France des fromagers. Les 5 épreuves de haut rang se tenaient ce lundi 23 janvier à Lyon pour le grand salon mondial de la restauration et des métiers de la bouche. Sur 16 participants, il a su se démarquer et a talonné de peu les 1er et 2e exerçant en Île-de-France et en Corrèze. Parmi les épreuves à passer, une dégustation à l'aveugle de 5 fromages, une épreuve de créativité, un oral et une épreuve de dextérité. Un très beau coup pour cet ancien footballeur devenu fromager il y a quelques années et qui a ouvert la fromagerie du Grand Cerf à Metz en printemps 2017. La 22e vente aux enchères dédiée aux artistes de Lorraine et du Grand Est s'est tenue ce lundi depuis l'hôtel des ventes à Metz, dans la rue Mangin, mais aussi en ligne. Les acheteurs n'ont pas hésité à mettre le prix pour obtenir ces œuvres d'artistes locaux. Retour en images sur l'événement avec Colline L'Expert. Auguste Migette est le principal représentant de l'école de peinture de Metz et les œuvres de Migette sont assez rares en vente, et notamment ce grand format qui est une œuvre de jeunesse qu'il a peint au tournant des années 1840. Une œuvre adjugée à 2300 €. Tableau messin, émaux de Longwy ou statues fabriquées en Lorraine, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Amateurs d'art et curieux cherchent donc des pépites parmi les 300 lots. Je viens toujours à tout ce qui est vente Lorraine parce que je m'intéresse beaucoup à la région, au lotharingisme et aux productions locales. J'ai acheté un dessin ancien qui est attribué à Sébastien Leclerc. C'est quelque chose d'un peu excitant, j'aime bien les dessins anciens. Scruter, enchérir puis perdre ou remporter une enchère, un jeu auquel se prête volontiers la 50aine d'adeptes depuis l'hôtel des ventes. Mais tous les acheteurs potentiels ne sont pas dans la salle. Grâce à cette petite caméra, 160 internautes suivent la vente et peuvent faire grimper les prix à tout moment, en quelques clics seulement. On a été assez précurseurs, on a fait des ventes en ligne, en live plus précisément, et les gens peuvent enchérir en direct. On a initié cela il y a à peu près une dizaine d'années, c'est venu crescendo et on a vu une forte accélération bien sûr avec et depuis le Covid, où les gens ont beaucoup acheté et là maintenant je vous dirais que ça représente à peu près plus de la moitié de notre volume de vente. Je ne dirais pas qu'il y a plus de ventes, mais il y a des façons d'acheter qui sont différentes. Les gens peuvent très bien venir à l'exposition publique, des gens de la région, et repartir chez eux plutôt que de passer l'après-midi ici et enchérir de chez eux tranquillement. Pour ces commissaires-priseurs expérimentés, les affaires se portent donc toujours aussi bien. Et pas d'inquiétude à se faire, les ventes aux enchères existent depuis l'Antiquité. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'il y en aura encore pendant très longtemps.
Les fêtes de fin d'année sont bel et bien derrière nous, ce qui ne nous empêche pas de revenir sur l'une des attractions phares des Noëls de Moselle, la route des lanternes. Les chiffres de la fréquentation viennent de tomber avec cette installation illuminée en Moselle. La route des lanternes a accueilli près de 320 000 visiteurs en 2022. À Metz, c'est un record. Ce ne sont pas moins de 169 703 personnes qui ont déambulé sur le sentier. Et puis l'année 2022 a vu également naître une nouvelle étape, le parcours aux eaux d'Amnéville, Luminescence, une grande première avec près de 70 000 visiteurs venus découvrir 6 univers emblématiques. Pour rappel, ce parcours est à découvrir jusqu'au 25 mars. Après Claire Berest, lauréate en 2022 avec son roman Artifice, qui remportera le prix du livre à Metz, Marguerite Puldemange. Réponse lors du festival qui se déroulera du 14 au 16 avril. En attendant, voici les 4 finalistes désignés par des jurys locaux à Bitche, Falsbourg, Créange et Nilvange. Le roman Les Corps solides de Joséphine Cardona, Partie italienne d'Antoine Chopin, Berlin de Céline Rigui et L'Inventeur de Miguel Bonnefoy. Alors parmi ces finalistes, Céline Rigui est originaire de Lorraine, de Meurthe-et-Moselle plus particulièrement. Petite fille de mineur, c'est ce sujet qu'elle a choisi d'évoquer dans son ouvrage. Et puis ce 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. Mais en Moselle, ce n'est plus à prouver que nos féminines font de beaux exploits dans différentes disciplines. Dernier exemple en date, Metz Handball. Après un exploit face à Győr en Ligue des Champions en toute fin de match, les Dragons se préparent au déplacement à Brest, 2e du championnat, à 2 points du classement. Ce match à enjeu aux allures de finale aura lieu ce mercredi 25 janvier à 20h30 au Brest Arena. Les détails avec Émeric Guillaume. Il y a des images qui restent gravées et tournent en boucle. Les ultimes secondes du match face à Győr et ce but de Chloé Valentini dans les dernières secondes résonnent encore dans les têtes. Metz Handball l'a emporté 29-28 ce samedi et réédite un exploit qui a déjà lieu en septembre dernier face à ces mêmes Hongroises. Mais 48 heures après la rencontre, l'ambiance est retombée. Certains esprits, dont celui du coach Emmanuel Mayonade, remettent les pieds sur terre afin de dresser un constat plus mesuré. À 10 secondes de près, on faisait match nul, avec un ballon mieux négocié, on pouvait perdre. Et pour autant, on avait fait 59 minutes et 45 secondes de très très grande qualité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous très euphoriques, corrélés à la victoire. Mais moi, j'ai envie de rester plus mesuré et plus stable parce que je sais ce qui aurait pu se passer. Et j'aurais aimé que tout le monde garde le même enthousiasme et la même fraîcheur d'esprit par rapport à la prestation d'ensemble qu'avait été la nôtre. Le mois de janvier n'est pas terminé. Place désormais à ce qui semble être la finale du championnat pour clôturer un marathon de 7 matchs en 21 jours. Pour cela, Metz Handball se déplace à Brest, son dauphin, à seulement 2 points au classement. Le résultat aura donc une incidence importante en termes comptables, mais aussi mentales. Entre la fatigue, l'enchaînement intensif et le fait de jouer cette rencontre à l'extérieur, ce choc entre les deux clubs à la Brest Arena pourrait bien être le plus compliqué de la série. Il y a plusieurs paramètres à ça. D'abord, effectivement, parce que c'est le dernier en bout de chaîne d'une série assez complexe. Il arrive juste avant un petit break qui sera le premier depuis très très longtemps. Et il ne faudrait pas effectivement que derrière on décompresse un petit peu dans l'anticipation de ce moment-là. Loin de ses supporters qui ont accompagné leur équipe aux arènes sur 5 matchs ce mois-ci, Metz Handball peut se permettre de viser la perfection avec 7 victoires en autant de rencontres. Pour cela, il faudra revenir de Bretagne avec la victoire, mais cette saison, on peut se le dire, rien ne semble impossible pour les Dragons. Sport toujours, mais cette fois-ci en football. Le mercato s'active au FC Metz. Après Kiki Kouyaté vendu à Montpellier, c'est au tour d'Amine Bassi de quitter officiellement la Moselle. Peu utilisé depuis 1 an et demi par Frédéric Antonetti puis Laszlo Bologna, le transfuge de Nancy va tenter de relancer sa carrière. À 25 ans, le milieu offensif tente le challenge américain. Il s'est engagé pour 2 ans et demi avec le Dynamo Houston. Le club de Bernard Serin récupère 1,5 million d'euros dans la transaction. Et dans le sens des arrivées, on vous en parlait hier, c'est désormais officiel, Giuliano Scuca et Grenat, le buteur albanais de 24 ans, a signé jusqu'en juin 2026 avec le FC Metz, qui a dépensé 1 million d'euros pour le recruter. Il devrait être qualifié pour la prochaine journée de Ligue 2, ce samedi à Valenciennes, pour le compte de la 20e journée. Il sera officiellement présenté à la presse ce jeudi matin. Il en sera question dans le prochain Graouli Mag. Ce sera ce jeudi à 18h30. Et c'est le moment de nous intéresser à notre invité du jour, Franck Leroy, qui répondra aux questions de Jérôme Bergerot.
Décembre 2022, Jean Rotner démissionne de son poste de président de région. Le 15 janvier dernier, de nouvelles élections sont organisées. Les urnes rendent Franck Leroy vainqueur. Le désormais ancien maire d'Épernay devient alors le nouveau président de la région Grand Est. Alors comment voit-il ce nouveau poste? Sur quel dossier va-t-il travailler en priorité? Des questions auxquelles il va répondre sans plus attendre au micro de Jérôme Bergerot, au cœur de l'hôtel de région. Franck Leroy, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder un peu de temps dans une journée que je sais déjà bien remplie. Si les choses se sont faites assez rapidement, est-ce que vous avez eu le temps de prendre maintenant la dimension du poste que vous occupez depuis une dizaine de jours? Pas totalement, objectivement, parce que être président de la région, c'est être président d'une institution très importante, multisite, 7700 agents. Donc depuis quelques jours, je fais le tour des différents sites, à Metz aujourd'hui notamment, pour rencontrer les agents, pour découvrir un certain nombre de métiers que je découvre, puisque j'avais jusqu'ici des responsabilités qui avaient été successivement à l'aménagement du territoire, puis à la transition écologique. Donc il y a un certain nombre de secteurs que je découvre avec mes collègues vice-présidents, mais très vite j'ai été mis à contribution, puisque dès les premiers jours et même dès l'intérim, des contacts avec les entreprises, des projets d'implantation sont importants. Ils doivent être menés dans un temps très rapide et il faut être mobilisable à tout moment. Vous étiez, si j'ose dire, numéro 1 bis. Aviez-vous imaginé un jour devenir numéro 1 et aussi rapidement? Pas du tout, d'autant moins que Jean Rotner est un peu plus jeune que moi. Donc en général, je savais que j'étais à ses côtés pour le seconder dans un certain nombre de missions, ce que j'ai fait pendant 1 an et demi avec beaucoup de plaisir, mais je n'imaginais pas une seconde qu'un jour je serais président de la région. Y a-t-il eu une hésitation lorsque la démission de Jean Rotner a été rendue publique? Pas vraiment, parce que si vous voulez, quand on est le numéro 2, on sait que s'il arrive quelque chose au numéro 1, on prend la relève. Dans une partie de football, si le capitaine se blesse à la mi-temps, il faut bien qu'un deuxième prenne le rôle de capitaine. C'était mon rôle, je ne l'imaginais pas, mais je l'assume pleinement, à la fois avec une certaine fierté, mais en même temps avec la conscience de la difficulté de la mission. C'est jamais évident en cours de mandat de succéder dans un mandat déjà lancé, mais on a encore 5 ans devant nous, donc le temps de faire nos preuves et surtout de poursuivre le projet régional qu'on s'est fixé. Est-ce que le fait d'être champenois va être un avantage par rapport aux Alsaciens, à certains Alsaciens qui voudraient quitter la région? Peut-être un avantage parce que je n'ai pas d'affect particulier avec l'Alsace. J'aime beaucoup le territoire alsacien, j'aime beaucoup d'acteurs alsaciens que je connais bien depuis longtemps maintenant, mais je n'ai pas la difficulté qu'on peut avoir Philippe Richer ou Jean Rotner, liée au fait qu'ils étaient alsaciens et ils refusaient que la région Alsace renaisse comme région. C'est un peu plus compliqué à gérer pour eux que ça ne le sera pour moi. Vous avez cité justement Jean Rotner et Philippe Richer. Pardon de vous poser cette question, mais on a le sentiment que la région Grand Est est un peu maudite, une sorte de malédiction sur les présidents. Non, je ne crois pas à la malédiction. Il y a des circonstances de la vie qui ont amené l'un et l'autre à démissionner, et elles sont respectables dans un cas comme dans l'autre. Et puis il y a d'autres régions qui ont connu aussi des changements de présidence. Donc voilà, je pense qu'on ne fera plus demain de parcours aussi long qu'on en a fait. J'ai été moi-même maire d'Épernay pendant quasiment 23 ans. C'est tout à fait exceptionnel aujourd'hui des mandats aussi longs parce que d'abord les contraintes et les exigences sont de plus en plus fortes parce qu'il y a un besoin de renouveau permanent et ce renouveau est plutôt scrutable d'une manière générale. En 2015, est-ce que vous étiez favorable à ce type de région, très grande région? Comme beaucoup, j'étais un peu sceptique sur la manière dont la région avait été découpée. Ça s'était fait plus ou moins sur un coin de table à l'Assemblée nationale et tout le monde avait été assez désorienté par la manière dont le choix avait été fait. Mais à l'épreuve, je crois que c'est un choix tout à fait pertinent. Ça donne de la puissance à cette région. 5,5 millions d'habitants, un budget aujourd'hui qui avoisine les 4 milliards. Ça nous donne à l'échelle européenne une taille tout à fait pertinente et c'est important compte tenu des aspects transfrontaliers tout à fait extraordinaires de notre région. Et puis, ça nous permet de peser sur un certain nombre de choix nationaux ou avec des acteurs nationaux. On peut penser à la SNCF, aux grands énergéticiens. Quand on pèse 5,5 millions d'habitants, quand on discute sur les prochaines centrales nucléaires, quand on discute sur les grands axes stratégiques de demain, on est au cœur du débat et ça, c'est un atout. En 10 jours, vous avez eu à peine le temps de vous installer, c'était il n'y a pas très longtemps, pas très loin non plus dans l'hémicycle. Quelles sont les priorités que vous avez listées, mises en haut de la pile? Alors les priorités, c'est celles que nous avions dans le cadre de notre mandat, mais il a surtout fallu gérer des urgences. La crise des boulangers, des artisans, les problématiques énergétiques qui touchent des TPE, qui touchent des PME. On a aujourd'hui des signaux d'alerte venant d'entreprises qui sont obligées de cesser la production parce que le coût de l'énergie est trop important pour eux. Donc on est en contact permanent avec l'État qui, de son côté, essaye à la fois de tordre le bras à certains énergéticiens qui abusent manifestement des prix et puis qui essaie de
faire en sorte qu'il y ait des filets de sécurité qui permettent de plafonner ces prix. Notre boulot à nous, c'est de faire en sorte d'être à côté d'eux pour notamment les aider à investir dans du matériel moins énergivore. J'étais d'ailleurs à Metz, ma première sortie après mon élection a été à Metz dans une boulangerie du centre-ville. Vous avez goûté une galette qui était d'ailleurs extraordinaire, et je reviendrai en goûter évidemment, mais on était là surtout pour parler des problématiques énergétiques, et on se rend compte qu'effectivement, quand la facture est multipliée par 4, par 5, par 6, ça devient problématique. Or, nous avons besoin des boulangers. C'est quelque part la profession symbole dans le monde entier. La boulangerie française est connue, la pâtisserie française est connue, et on ne peut pas laisser sombrer nos boulangers qui sont, en termes d'aménagement du territoire, présents presque partout, moins qu'autrefois, mais en tout cas, souvent dans les villages, le dernier commerce qui reste, c'est la boulangerie. Donc si j'entends bien, le premier sujet, ou un des premiers sujets, c'est tout ce qui touche à l'énergie pour les professionnels, dont les boulangers, mais il y a aussi un sujet sur les particuliers, puisque la rénovation énergétique est un sujet national. Voilà, je n'ai cité que le cas des boulangers, parce qu'il y a eu ces jours-ci effectivement une mobilisation très forte, parfaitement justifiée, mais d'une manière générale, le secteur énergétique est tout à fait essentiel. D'abord parce qu'on a vu tous les prix flamber, tout cela est lié à la guerre en Ukraine. Cette guerre n'était pas prévue il y a encore un an, et donc il nous faut parer à cette urgence. Il nous faut prendre des dispositifs qui vont permettre à certains particuliers de basculer sur de la mobilité électrique, permettre d'activer et d'optimiser tous les processus qui doivent nous permettre de faire de la rénovation thermique efficace des bâtiments, travailler avec les organismes logeurs, avec les entreprises. On a créé, il y a 7 ans maintenant, Climaction, qui est un dispositif qui aide les entreprises, les particuliers, les copropriétés, les collectivités, pour justement faire baisser la facture énergétique de tous. C'est du très court terme et en même temps c'est très rentable sur le long terme, donc il faut absolument y aller. Vous avez évoqué la mobilité, c'est un sujet majeur, d'autant plus pour nous Mosellans qu'en 2025 la taxe poids lourd, l'écotaxe, va prendre sa place en Alsace et un certain nombre d'élus mosellans craignent un report évidemment du trafic sur la 31 qui est déjà saturé. Quelle est votre position sur ce sujet très épineux pour les Mosellans et pour les Lorrains de manière générale? Alors nous avons postulé pour reprendre un certain nombre d'axes en gestion directe, et les choses sont en bonne voie. J'ai rencontré Clément Beaune, le ministre des Transports, vendredi dernier à Strasbourg. Nous souhaitons également qu'une taxe sur le transport puisse s'appliquer, parce que sinon, effectivement, nous allons subir, de par ce qui existe au nord de la frontière, c'est-à-dire aussi bien en Wallonie qu'en Allemagne ou en Suisse ou au Luxembourg, des taxes qui vont pousser les routiers de ces territoires à venir chez nous. Et si effectivement l'écotaxe existe sur l'Alsace, il faut absolument qu'elle existe ailleurs, de manière à ce que ce soit cohérent d'une part. Deuxièmement, de manière à mener une politique en direction des transports, rénovation des infrastructures, diversification des modes de transport. Vous connaissez comme moi, et sans doute beaucoup mieux que moi, les enjeux autour du sillon lorrain. Ils sont absolument essentiels. C'est le transport du quotidien pour des centaines de milliers de personnes. Ce sont des axes internationaux, que ce soit par la route, par la voie ferrée, l'ouverture vers le sud. Voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, extrêmement structurants, qui ne vont pas se régler en un claquement de doigts, mais je verrai les responsables mosellans, et notamment Patrick Weiten, des jeudis soirs pour en discuter avec lui. Justement, à propos des Mosellans qui se déplacent, notamment qui empruntent la voie ferrée, vous serez un président qui va montrer les muscles avec la SNCF dans le dialogue, puisqu'on a l'impression quand même que c'est un dialogue de sourds depuis un certain nombre d'années. Je ne dirais pas un dialogue de sourds, il y a des avancées, il y a parfois des blocages. Il faut savoir piquer une gueulante, si vous me permettez cette expression, quand c'est justifié. Il ne faut pas non plus passer son temps à hurler sur les autres. Je fais confiance à la SNCF et au partenariat que nous avons. L'un des premiers responsables à prendre contact avec moi était le président de la SNCF, 2 jours après, le dimanche après mon élection, pour m'assurer des progrès que la SNCF s'engageait à faire, notamment sur le réseau express métropolitain de Strasbourg. Nous attendons là très clairement des progrès du côté de la SNCF, puisque nous sommes en charge notamment de tout ce qui est infrastructure et notamment tout ce qui permet au train de circuler. Et nous avons fait un grand effort en matière de renouvellement du matériel roulant, mais l'exploitation, c'est la SNCF. Et l'exploitation doit être au rendez-vous des investissements qui sont consentis par la région Grand Est, par nos anciennes régions également depuis longtemps. Et il est impératif là-dessus que nous ayons les résultats dans la qualité, dans la ponctualité des transports. C'est une exigence qui est, après tout, normale. Quel est le style, Franck Leroy? Je ne suis peut-être pas le mieux à même de le décrire. Je suis un homme de dialogue, ouvert,
J'aime discuter avec les uns et les autres. J'aime m'inspirer également des idées des autres. Je ne suis pas quelqu'un qui est enfermé dans ses certitudes, quelqu'un de pragmatique en même temps. Je suis avant tout un élu local plutôt que d'être un homme politique. Je n'ai pas de parcours politique national et j'en ai jamais eu. Et j'ai jamais eu cette aspiration. Je suis parti du monde des collectivités locales. J'ai commencé dedans à 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et c'est un monde qui me plaît beaucoup parce qu'on crée de grandes et belles choses. On permet à bon nombre de projets d'aboutir, mais on le fait toujours avec les pieds sur le terrain, c'est-à-dire avec cette espèce de bon sens qui caractérise les provinciaux dont je me revendique, et ça me va très bien. Merci en tous les cas de nous avoir accordé un peu de temps dans cette journée que je sais très chargée, puisqu'il est encore temps, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023 et puis pour la fin du mandat, évidemment. À vous également et à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous maintenant, Uranie. En effet, merci Jérôme pour cet entretien aux côtés de Franck Leroy. Il n'est peut-être pas président de région, mais il peut se targuer d'être le plus bel homme de France. Lucas Schlachter, jeune habitant du Walscheid, coach sportif et modèle photo, a été élu Mister National à Saint-Malo la semaine dernière. Un concours de beauté qui a été créé en 1996. Pour cette édition, il représentait bien sûr la Lorraine. Au coude à coude avec le candidat alsacien jusqu'à la dernière minute, Lucas remporte finalement la première place du podium et devient désormais ambassadeur de la France pour l'année 2023. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez nos émissions et nos reportages sur notre site internet www.moselle.tv et sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Dans un instant, Mathieu Anquinet vous attend pour parler sport sous toutes les coutures. Dans votre programme de ce soir également, une rediffusion de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.